C'est une question vieille comme le monde. Est-ce qu'il existe un lien entre la personnalité et la réussite? Schématiquement, il y a deux écoles. La première école, disons l'école pessimiste, c'est celle qui suggère que pour réussir dans le monde sans pitié des affaires, il faut être dur, voire franchement méchant. On ne manque pas d'exemples de grands entrepreneurs et de grands patrons célèbres pour leur brutalité, voire pour leur cynisme. Citons par exemple Ray Kroc, qui devient milliardaire en développant McDonald's, et qui disait, je le cite, « Si je voyais un de mes concurrents en train de se noyer, je lui collerais un tuyau d'arrosage dans la bouche et j'ouvrirais l'eau en grand, car je vais les tuer et les tuer avant qu'ils ne me tuent. » Fin de citation. La culture populaire met souvent en avant des personnages du même acabit. Depuis le personnage de Michael Douglas en 1987 dans Wall Street, qui expliquait que « greed is good », jusqu'à celui de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street 25 ans plus tard, le monde des affaires, et en particulier le monde de la finance, sont volontiers présentés comme une jungle où seuls les plus méchants survivent. La recherche n'a pas manqué d'apporter de l'eau au moulin de cette vision du monde. De nombreuses études ont tenté de mesurer les traits de personnalité des dirigeants, ce qui n'est évidemment pas facile d'ailleurs, pour déterminer quelles sont les personnalités des gagnants. Et en particulier, il semble qu'un certain nombre de leaders possèdent bien, à différents degrés, des traits que les psychologues appellent la triade sombre de la personnalité, c'est-à-dire qu'ils sont narcissiques, psychopathes ou machiavéliques, ou les trois à la fois d'ailleurs. Quand on parle de managers toxiques, c'est souvent de ça qu'on parle. Et nous savons tous que malheureusement, les managers toxiques, ça existe. Mais enfin, ça n'est pas parce que ça existe que c'est la norme. Et s'il y a un stéréotype du leader psychopathe, il y a aussi un stéréotype du chef bienveillant. C'est la seconde école, certainement bien plus représentée sur votre fil LinkedIn d'ailleurs, celle qui nous rappelle quotidiennement les vertus de l'écoute, de la générosité et de l'attention aux autres. À l'appui de cette théorie du gentil leader, citons par exemple les travaux que reprend le best-seller d'Adam Grant, Give and Take, donnant-donnant en français, qui explique avec beaucoup d'arguments que c'est en aidant les autres à réussir que nous réussirons nous-mêmes le mieux. Pour Grant, les dirigeants qui se distinguent par leur empathie, par leur générosité, sont ceux qui inspirent les autres, qui leur font donner le meilleur d'eux-mêmes et qui obtiennent un engagement et une motivation supérieure. Sans doute est-ce à ce type de leader bienveillant que vous vous efforcez de ressembler, on peut l'espérer. En tout cas, vous connaissez certainement, et c'est heureux, des exemples de ce type de leader. Laquelle de ces deux écoles, donc, est la plus proche de la vérité? C'est ce qu'une équipe de chercheurs de Berkeley, dirigée par Cameron Anderson, a essayé de déterminer. La force de cette étude, c'est sa méthode, parce que c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale. Les chercheurs ont d'abord fait passer un test de personnalité à un échantillon de 600 étudiants de MBA. Ce n'est que bien des années plus tard, 14 ans plus tard environ, qu'ils les ont recontactés pour mesurer le niveau de pouvoir atteint dans leurs organisations par leurs anciens étudiants. Le modèle de personnalité qu'a utilisé cette étude, c'est celui des Big Five, comme on l'appelle. Et l'un des 5 grands traits de personnalité que comprend le modèle des Big Five se rapproche de notre sujet, c'est le continuum entre agréabilité et désagréabilité. Que veut-on dire par là? Les personnes agréables au sens de ce modèle sont des personnes tolérantes, indulgentes, généreuses, altruistes, prêtes à transiger pour coopérer. On se rapproche du stéréotype du bon leader. Les personnes non agréables, au contraire, ressemblent un peu au stéréotype du méchant leader. Ce sont celles qui font primer leur intérêt personnel, qui sont moins soucieuses du bien-être des autres, et qui ne répugnent pas au conflit. D'où la question centrale de l'étude, au bout du compte, est-ce que les agréables réussissent mieux que les non agréables, ou est-ce que c'est le contraire? La conclusion de l'étude est simple, ni l'un ni l'autre. Il n'y a tout simplement pas de lien statistique entre ce trait de personnalité et le niveau de pouvoir atteint. D'après les chercheurs, c'est sans doute parce qu'une personnalité désagréable produit à la fois des effets positifs et des effets négatifs et que ces effets se compensent. En d'autres termes, les deux théories que j'ai essayé de résumer ici, celle du méchant leader et celle du gentil leader, sont en quelque sorte toutes les deux justes et se neutralisent. Au fond, c'est une bonne nouvelle que les individus naturellement désagréables ne réussissent pas mieux, même si on est sans doute un peu déçu que les plus agréables ne réussissent pas mieux non plus. Mais cette étude illustre surtout magnifiquement un principe plus général. Quand nous avons une théorie sur ce qui cause le succès ou l'échec, ici la personnalité, ça n'est pas parce que des exemples nombreux et concordants nous viennent à l'esprit, ni parce qu'une explication causale
nous semble absolument plausible que la théorie est juste. Encore faut-il la mettre sérieusement à l'épreuve des faits.